Patrice Alain Dupré est amoureux. Si amoureux que 2 fois par mois, il parcourt plus de 400 km pour rallier Paris à la région de Paimpol en Bretagne. Un long trajet pour un rendez-vous précieux. Un rendez-vous qu'il ne manquerait pour rien au monde. Je vais voir mon amoureuse. Comprenez? C'est important. Hein, c'est les seules histoires qui comptent dans la vie, dans ce que l'on fait. Ou autre, c'est les seules histoires qui comptent, c'est les histoires d'amour. Hein. Problème, la belle est difficilement accessible. Alors pour la rejoindre, Patrice retrouve Thierry, le pilote de son bateau. Et ils avaient annoncé de la flotte, non? Oui, de la flotte. Naviguer de nuit ne lui fait pas peur. Rien n'arrête les amoureux transis. On est arrivé dans pas longtemps. Après 10 minutes de traversée, Patrice arrive enfin auprès de sa belle. Bonjour Valérie. Arrivée nocturne. Non, ce n'est pas Valérie qu'il est venu retrouver. D'oreille. J'avais amené un petit confit de canard. Valérie est tout simplement l'employée de Patrice. C'est elle qui a préparé la maison pour son arrivée. Qu'est-ce que vous m'avez fait de bon, Valérie? Des toustines de langoustine. Patrice devra attendre. Son amoureuse ne se montrera pas au dîner. Il faudra être patient. Il ne pourra la voir qu'au petit matin. En plein jour, la belle dévoile enfin tous ses charmes. Et pour cause, l'amoureuse de Patrice, c'est cette île. Une île, rien qu'à lui. Cela peut paraître surprenant, mais il est possible de s'acheter une île en France. Une île rien qu'à soi. Notre pays en compte près de 1200. Sur la côte atlantique, en Méditerranée ou même sur certains fleuves. Et si la plupart appartiennent à l'État, une centaine d'entre elles sont privées. Elles se vendent, elles s'achètent, elles font l'objet d'un marché à part entre particuliers, pas forcément richissimes. Posséder une île, vivre sur son petit paradis, cela peut faire rêver. Mais c'est aussi d'énormes contraintes qu'on n'imagine pas forcément. Alors comment dénicher la perle rare ? Combien coûtent ces îles, à l'achat et à l'entretien? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Enquête sur la face cachée des paradis privés. A priori, s'offrir une île, c'est vouloir être seul au monde sur sa petite planète. Un isolement volontaire qui se paie parfois au prix fort. L'île de Patrice Alain Dupré se nomme Saint-Rion. Saint-Rion, c'est 3 hectares de nature sauvage, à 10 minutes à peine des côtes bretonnes, dans la baie de Paimpol. Un royaume de poche qui abrite un monastère de 800 mètres carrés. Patrice en est devenu l'heureux propriétaire il y a une douzaine d'années. À l'époque, il est chef d'entreprise, à la tête d'une société de veille stratégique qui conseille les grands patrons français. Il gagne bien sa vie et il a toujours conservé ce rêve d'enfant, celui de posséder un jour une île. Quand Saint-Rion a été mis en vente par l'État, Patrice s'est aussitôt rendu sur place. Le coup de foudre est immédiat. Il tombe amoureux de la nature sauvage et surtout du joyau de l'île, cet ancien monastère du XIIe siècle. La bâtisse est délabrée, il n'y a ni eau ni électricité. Mais Patrice flaire illico son potentiel et l'achète d'autant plus rapidement qu'il y a une réelle urgence. C'était à l'état de hangar agricole délabré. Tous les toits étaient percés et les murs prenaient l'eau. Quelques-uns commençaient à tomber. Donc on était à la limite extrême de la ruine. On était au bord de la ruine. Ça aurait attendu 5 ans de plus. À mon avis, ça n'était plus restaurable. Je vais me taper un petit café-ouzi. Patrice a enfin trouvé son royaume. Et à sa grande surprise, l'affaire est relativement bon marché, puisqu'il va acheter cette île de 3 hectares pour 3 millions de francs, soit à peine 450 000 €. Au fur et à mesure que le temps passait, j'ai mis toutes mes économies
ou à peu près dans Saint-Rion. Et ça m'a permis d'y arriver. Si l'île avait été en très bon état, je n'aurais pas pu l'acheter. Mais ils sont bons, ces petits croissants. J'arrive pas à prendre un gramme à cause de Saint-Rion. Mais quand Patrice signe l'acte de vente, il ne mesure pas vraiment ce qu'il attend. Très vite, il va découvrir que pour rendre son île habitable, il faut des moyens et une énergie considérables. Il entreprend alors de grands travaux pour un montant total de 4 millions d'euros. Car Saint-Rion manque de tout. Il n'y avait pas l'électricité. Il y avait de l'eau de pluie qui était récoltée dans des citernes qui étaient ou délabrées ou à moitié crevées. Amener l'électricité à Saint-Rion, ça n'était pas simple. L'île est à 3 km du continent. Passer un câble sous la mer aurait été bien trop coûteux. Patrice a donc fait installer des panneaux solaires et un puissant groupe électrogène, abrité dans ce bâtiment. Ce matin, il a d'ailleurs rendez-vous avec un technicien. L'installation est flambant neuve, elle doit encore être réglée. Au bon fonctionnement des batteries, on va vérifier que la tension de charge est correcte. Un groupe électrogène, c'est un peu comme un moteur de voiture. Ça doit être vérifié régulièrement, surtout lorsque c'est votre principale source d'énergie. C'est le cœur du système. Si on n'a plus de batterie et si le système de génération d'électricité tombe en panne, tout s'arrête. On n'a plus d'eau, on n'a plus de courant, on n'a plus de chauffage, on ne peut plus prendre une douche, c'est fini. Le groupe électrogène, c'est un grand classique sur les îles. Ce qui l'est beaucoup moins en revanche, c'est la mini-station de traitement des eaux que Patrice a fait installer en sous-sol. L'eau de mer est pompée à 42 mètres de profondeur et dessalée dans ses cuves. Patrice n'a pas hésité à débourser 80 000 € pour en équiper Saint-Rion. Mais même en y mettant le prix, la machinerie connaît quelquefois de petits caprices. C'est la première fois que je vois ça, mais vous voyez, ça arrive, hein, c'est complexe. Alors, quelle est la raison pour laquelle on a cette cuve qui déborde? Je ne le sais pas. Ça nécessite une investigation et ça coule par au-dessus aussi. Hein. Sur une île, la moindre panne peut très vite tourner à la catastrophe, y compris une simple fuite. Supposez que Thierry soit pas là pendant une semaine ou même pendant 3 jours. Si vous avez une fuite comme ça qui ne s'arrête pas, c'est dramatique. Grâce à son régisseur, Patrice a évité l'inondation. Mais ce genre d'incident, c'est le lot quotidien des propriétaires d'îles. Parce que je suis descendu il y a un quart d'heure, donc ça n'avait pas débandé. Et puis vous comprenez, comme on est dans une ambiance saline et une ambiance agressive, vous avez le métal ici est affecté d'un taux de rouille qui est très rapide. Vous avez de l'inox qui rouille là-dedans. Hein. L'inox qui n'est pas top moumoute, super, il rouille. Thierry, c'est l'homme à tout faire de Saint-Rion. Si Patrice a fait appel à ses services, c'est parce qu'il s'est rendu compte que son principal ennemi ici, c'était le climat breton, terriblement agressif. Vous voyez ici, comme sur ces poignées en aluminium traité, la corrosion liée au sel et aux embruns marins est considérable. On voit que les soudures de ces morceaux de zinc sont attaqués par l'oxydation provoquée par le sel et par les embruns marins, de même façon qu'on voit qu'ici, les ardoises ont dû être soudées avec des mortiers pour éviter que la flotte rentre. Pour rester en bon état, Saint-Rion doit être surveillé en permanence. Et comme Patrice n'habite pas sur place, il lui fallait trouver du personnel prêt à s'installer à l'année sur son île. C'est chauffé là ou pas? Parce qu'il fait quasi... il fait très très bon. Hein. Thierry et son épouse Valérie ont accepté le job. Ce soir, c'est réunion de travail avec leur employeur. Alors vous allez ouvrir la maison d'en face. Si on veut que les maisons ne se délabrent pas en hiver, il faut les entretenir en fait toute l'année pour qu'elles soient accueillantes, pour que ça ne sente pas l'humidité. Il faut que ça soit aéré, ventilé.
chauffer. Vous aurez des choses à C'est faire. sans fin. Ouais. Toujours que c'est sans fin. Il y a de quoi s'occuper quand même. Patrice a donc besoin de Thierry et de Valérie. Mais avoir du personnel à l'année, c'est un luxe. La rémunération du couple s'ajoute aux frais d'entretien. Et Saint-Rion lui coûte au final environ 70 000 € par an. Patrice possède une petite fortune personnelle. Il n'est pas non plus milliardaire. Du coup, pour entretenir sa belle, il a dû trouver des moyens pour faire rentrer de l'argent. Première idée, la mise en location de l'ancien monastère. Un ensemble de 6 maisons entièrement restaurées, soit 20 pièces, dont 10 chambres et autant de salles de bain. C'est une des maisons les plus récentes. Elle a à peu près 150 ans et c'est la plus belle suite du hameau. Boiserie ancienne, meubles d'époque, vue imprenable sur la mer. Patrice n'a pas lésiné sur les détails. De quoi séduire une clientèle haut de gamme. Tarif, 7 000 € le week-end, 15 000 pour une semaine entière. À ce prix-là, la clientèle de Patrice, ce sont en majorité de grandes entreprises qui privatisent Saint-Rion pour des séminaires. Ça marche bien et cela permet à Patrice de renflouer ses caisses. Ça n'aurait pas été possible, Financièrement, de faire une résidence secondaire, un, ça ne m'aurait pas intéressé, et deux, j'en avais pas les moyens. Ah ouais. Voilà, bon, vous savez, il faut pas péter plus haut que son derrière, hein, surtout quand on est dans le vent et en Bretagne. Hein. Seulement les revenus locatifs, surtout en période de crise, c'est aléatoire. Alors Patrice a décidé de passer au plan B. Son île possède 5 hectares de terre exploitable. Et Saint-Rion jouit d'un microclimat relativement doux et d'une exposition exceptionnelle. Toutes les conditions étaient donc réunies pour lancer une exploitation agricole biologique, à condition de s'y connaître, ce qui n'est pas vraiment le cas de Patrice. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à solliciter un spécialiste. Bonjour. Thierry. Christophe, enchanté de faire ta connaissance. Il a donc donné rendez-vous à Christophe, un consultant en agriculture bio. L'orientation est comment ici? Alors ici, vous regardez l'ouest. D'accord, L'ouest est là. ici. Donc quand vous allez là, vous allez à New York. Quand vous allez tout là-bas, vous allez à Moscou. D'accord. Christophe se montre confiant quant au projet de Patrice. Il faut dire qu'une île, c'est un réel atout quand on veut se lancer dans le bio. Lorsque vous cultivez sur une île comme celle-ci, le premier agriculteur conventionnel, traditionnel et qui fait des traitements, il se trouve de l'autre côté de la mer. Ici, vous êtes garanti de n'avoir aucun pesticide, aucun insecticide, aucun fongicide. Et là encore, Deuxième bonne nouvelle pour Patrice, les légumes insulaires se vendent plus cher sur le marché, car ils développent des saveurs très particulières. ils sont iodés, ils sont salins, on va vous donner 3 pommes de terre de Saint-Rion, vous allez les goûter, vous verrez, c'est plus goûteux, la chair est un peu plus ferme, et ça c'est lié uniquement à la situation géographique. Si tout se passe comme prévu, d'ici quelques années, Patrice espère tirer au moins 60 000 € par an de l'agriculture biologique. Une somme dont son amoureuse a cruellement besoin. Sa coquetterie n'a pas de limite. Par exemple, la seule restauration de la petite chapelle a coûté plus de 200 000 €. On a voulu la refaire telle qu'elle était. Or, le toit était crevé et il n'y avait plus de vitraux. Il y avait des vagues restes de fenêtres. Donc c'était extraordinairement délabré. C'était un hangar quand je l'ai retrouvé. Pour ce lifting onéreux, Patrice a voulu s'entourer des meilleurs. Il a fait appel aux compagnons du devoir, les seuls à posséder le savoir-faire ancestral nécessaire et les matériaux adéquats. La charpente, par exemple, a été entièrement refaite avec le bois d'un chêne vieux de 5 siècles et conservé dans l'eau pour le rendre résistant à la moisissure. Quant à ces vitraux, ils ont été réalisés au moyen d'une technique extrêmement rare, appelée la diffraction. Une technique qui n'est pratiquée que par un seul maître verrier en France. C'est une coulée de verre qui se fait dans un moule. Et dans ce moule, on installe une statue. Et quand on retire le moule, après avoir chauffé ça à 1000 ou 1500 degrés, on a ce résultat magnifique. C'est le relief ainsi obtenu, associé aux variations de lumière, qui donne cette nuance dorée aux vitraux. Chacun est une pièce unique.
le cadeau hors de prix d'un amoureux à sa belle. Même si elles sont coûteuses à acheter et à entretenir, les îles restent un bien rare, toujours très recherché. Ce qui fait leur valeur, c'est leur beauté naturelle, leur proximité avec la côte et leur superficie bien sûr. Mais il y a un autre paramètre déterminant. Ce sont les bâtiments qui y sont construits. Car depuis 1986, la loi littorale interdit formellement de construire ou d'agrandir le bâti sur les côtes françaises. Une île vierge est donc condamnée à le rester. Et à l'opposé, les îles pourvues d'un ou plusieurs grands bâtiments sont devenues les plus recherchées. Elles peuvent se vendre en quelques semaines et parfois très cher. Exemple, l'île de Gavrini, 14 hectares et 250 mètres carrés habitables. Cette île a trouvé preneur en moins de 8 jours. Elle était pourtant en vente à 3 millions d'euros. Plus belle encore, l'île de Boédic. Elle a trouvé acquéreur pour 10 millions d'euros. Le point commun de ces deux petits royaumes, ils sont proches du continent, bien exposés et surtout pourvus de magnifiques bâtiments. Mais quand les îles ne remplissent pas ces conditions, leur valeur peut carrément dégringoler. Voici l'île Lavrec. 3 hectares de nature préservée à quelques centaines de mètres de Bréa, une plage protégée et une maison années 50 de 120 mètres carrés. Sur le papier, l'île a tout pour plaire. Pourtant, cela fait 3 ans qu'elle est sur le marché et que personne n'en veut. Lavrec, c'est l'histoire d'une île qui en quelques années a perdu toute valeur aux yeux des acheteurs potentiels. Et voici pourquoi. Le propriétaire de Lavrec, c'est cet homme. Bruno Bourris est luthier à Paimpol. Il vit et travaille dans un petit appartement du cœur historique de la ville. C'est ici qu'il fabrique violons et violoncelles. Bien que modeste artisan, Bruno a eu la chance de pouvoir un jour s'offrir une île. Il y a 27 ans, il a racheté Lavrec à un riche industriel allemand pour en faire une résidence de vacances. À l'époque, il l'avait payé 770 000 francs, soit à peine 120 000 euros, le prix d'un petit appartement. À l'époque, il m'a accordé deux règlements. Il me dit, me donnez ça, et puis vous donnez l'adresse quand vous voulez, quoi. C'est vrai? Ouais, juré. J'ai trouvé ça relativement bien, quoi. Ce qui m'a permis de faire l'acquisition. Alors voilà mes petits bibis, Raphaël et Caroline, à Lavrec, tout petit, que du bonheur. Les enfants ont grandi, Bruno a divorcé il y a quelques années. Son île, il l'aurait volontiers gardée, mais elle appartient pour moitié à son ex-épouse. Alors pas le choix, il doit s'en séparer. L'ennui, c'est qu'il ne trouve personne pour la lui racheter. Quelques coupures intéressantes. Ça fait combien de temps qu'elle est à vendre, Lavrec? Officiellement 3 ans. Ah oui, ça commence à faire quand même. Ouais. Lavrec a été estimée à 3 millions d'euros. Mais l'île ne trouve pas preneur. Elle est pourtant en vente dans plusieurs agences immobilières de la région. Aujourd'hui, Bruno ne peut plus se permettre d'attendre. Alors il a donné rendez-vous à Roselyne Botorel, un de ses 3 agents immobiliers. C'est vrai que c'était pas facile de donner une estimation de la superficie sur les îles. Ah bah, parce que c'est plein de petites criques voilà, partout. Voilà. Puis il y a des petits îlots rocheux. Il faut le remettre au carré, puis Voilà. pour calculer, quoi. Roselyne est une connaisseuse. Elle a déjà vendu plusieurs îles en Bretagne. Faites gaffe, hein. Allez, vous assurez votre pied, un pied à la fois. Voilà. Cet après-midi, elle est venue pour faire une nouvelle estimation de l'île de Lavrec, histoire de vérifier si le prix demandé reste raisonnable. On va faire attention, là. Voilà. Première étape, la visite du terrain. Le début du monde.
Là, on a plein d'oiseaux, plein de bernaches. Voilà un bon point pour Lavreck. Cette jolie plage protégée des vents est un atout majeur dans une région particulièrement rocheuse. Et là, on peut se baigner? Ah ouais, merveilleux. C'est l'endroit le plus chaud. D'accord. Il y a un petit coin de sable là. L'île est un petit paradis. Mais alors pourquoi est-elle en vente depuis si longtemps sans succès? Ça fait un moment maintenant que vous essayez de la vendre, l'île Lavreck. De façon sérieuse, il y a 3 ans et 4 ans, on va dire Oui, 4 ans. voilà, c'est ça. La première fois qu'on s'était vu, il y a 4 ans. C'est ça. Donc quand j'ai fait appel à vos soins, parce que vous êtes une spécialiste. Roselyne est peut-être une spécialiste, mais elle n'est pas magicienne. Malgré ses efforts, les propositions sont rares. Vous en êtes par rapport à l'estimation qu'on avait faite à l'époque, parce qu'il y a eu des offres par ailleurs. Oui, j'ai eu 3 offres. Hein. Et pourquoi n'ont-elles pas abouti? Oh, j'ai jamais vraiment su pourquoi ça n'a pas abouti. L'explication, c'est du côté de la maison qu'il faut la chercher. Depuis que la loi littorale interdit toute construction et toute forme d'agrandissement sur les côtes françaises, c'est le bâti déjà existant qui conditionne le tarif des îles. En clair, plus la maison est spacieuse et en bon état, plus le prix est élevé. Je suis venu hier l'aérer la baraque. Or, sur l'île de Lavreck, la propriété ne dépasse pas 120 mètres carrés. Loi littorale oblige, elle ne pourra jamais être agrandie. Cela refroidit plus d'un acheteur potentiel. Voilà, par sécurité. Autre problème, la maison est inhabitée depuis longtemps. De loin, elle fait illusion. Mais en fait, la façade porte tous les stigmates de la dégradation. Roselyne est catastrophée. Il faudrait vraiment bien enlever... Vider tout ce qu'il y a à vider, tout nettoyer, Voilà. aérer et couvrir. Ouais. Couvrir. C'est nécessaire parce Oui, que... elle va se dégrader autrement. Ah, ça se dégrade. Hein. C'est Moi, bête. je trouve que... Mais enfin, d'un autre côté, là, quelqu'un qui est bricoleur, qui a un peu d'idées. Dernier problème, et pas des moindres, la toiture est entièrement à refaire. Un détail qui n'échappe pas à Roselyne. Ouais, mais elle est debout, mais c'est assez à faire. Il y a des travaux, on a tenu compte. Hein. Là, il faut J'en tiens compte. réagir rapidement, Dans là, je le... pense. Tout à fait. Voilà. On rentre dans la maison peut-être Il n'y a rien à voir. Il y a rien à voir. De plus en plus gêné par l'état de sa maison, Bruno préfère ne pas montrer l'intérieur à la caméra. Non, c'est pas très joli. Voilà. Non. Donc, On va se tenir comme ça gentiment. On va passer à autre chose. Hein? Non, c'est pas une belle pub. Non, mais ça serait à vous, ça serait pareil. Lavreck est un petit bijou, mais le verdict est sans appel. Avec une maison dans un pareil état, 3 millions d'euros, c'est trop demandé. C'est vrai que dans l'état actuel, je pense que et dans l'état actuel du marché surtout, c'est peut-être c'est peut-être un petit peu la barre haute. Si Bruno veut vendre Lavreck, il doit revoir sa copie et vite. Plus le temps passe, plus la maison s'abîme. Sur le continent, elle ne vaudrait pas plus de 400 000 euros. Aujourd'hui, elle tire la valeur de l'île vers le bas. C'est vrai que la maison demande à être bien rénovée. C'est vrai que ça demande beaucoup de travaux. Les travaux là sur la maison, ils sont estimés à combien à peu près? Je te donne l'estimation de 200 000. Oh, largement. Hein? Largement. Bruno n'était pas revenu à Lavreck depuis longtemps. Il n'avait pas vraiment conscience de l'état de sa maison. Une fois confronté à la réalité, il finit par se laisser fléchir, quitte à diviser son prix par 2. Si quelqu'un éventuellement fait une proposition honnête, je serais OK. Ouais, vous serez prêt à baisser le prix éventuellement? Ouais, bah oui, tout est, vous savez, tout est négociable. Hein. Garder une île en simple résidence secondaire n'est pas à la portée de tous. Bruno a tranché. Pour 1,5 million d'euros, il est prêt à céder Lavreck. Un paradis devenu trop lourd à porter pour lui. Alors, pour que le rêve ne tourne jamais au cauchemar, il vaut mieux avoir les reins très solides financièrement. Aujourd'hui, sans surprise, la majorité des îles françaises appartiennent à de très grosses fortunes, telles que Liliane Bettencourt ou encore la dynastie Ricard, les fondateurs d'une célèbre boisson anisée. La Méditerranée,
la Côte d'Azur. Bandol, le pays des fleurs et du soleil. Bain d'Or, l'île de rêve. Il n'y a pas si longtemps, cette île n'était qu'un rocher désert complètement abandonné. Quand Paul Ricard rachète l'île de Bain d'Or en 1950, il compte faire de ce caillou de 7 hectares un lieu de vacances paradisiaque pour lui et sa famille. Mais le site attire tant les curieux qu'il décide de l'ouvrir au public et l'aménage en conséquence, avec port de plaisance, hôtel et restaurant. Très vite, Bain d'Or attire une clientèle haut de gamme, d'artistes et d'hommes d'affaires. Après avoir, si l'on peut dire, construit l'île de Bain d'Or, il s'est attaqué à la transformation de cette île des Ambiers. Fort de ce premier succès, Paul Ricard continue sur sa lancée et rachète les Ambiers, une île de 95 hectares, située à un jet de pierre de la première. Un vaste plan d'urbanisme est prévu autour du grand port de yachting qu'il a créé. L'île des Ambiers sera bientôt l'une des stations touristiques les plus attrayantes et luxueuses de la Méditerranée. Cette fois, le projet est clair. Les Ambiers sont destinés à un tourisme international. Pourtant, Paul Ricard choisit de n'aménager qu'un tiers du site et de laisser une partie de l'île à l'état sauvage. Comme dans ce film institutionnel, il veut donner l'image d'un homme proche de la nature et des valeurs de la famille. Dans son jardin de l'île de Bain d'Or, il apprécie la douceur de l'art d'être père et grand-père. Avec ces deux îles, Paul Ricard ne cherche pas à gagner d'argent. Il veut surtout communiquer sur son image d'homme responsable et engagé. Une belle réputation, c'est toujours bon pour les affaires. 10 restaurants, 2 hôtels, des gîtes de luxe et même un musée océanographique. Aujourd'hui, les Ambiers et Bain d'Or sont une machine touristique parfaitement huilée. Paul Ricard a gagné son pari. Ces îles emploient plus de 150 personnes à l'année et jusqu'à 300 en saison. Elles reçoivent près de 150 000 visiteurs par an. François Xavier est l'un des 10 petits-enfants de Paul Ricard. Depuis une dizaine d'années, il a repris la direction de la Société des îles. C'est l'époque des séminaires, donc les gens viennent, c'est vrai que le bras est calme, ils peuvent travailler. Le soir, ils sont à l'hôtel, il y a des activités, des dîners, des galas. Ça marche bien ça? Oui, très bien. Mais ne croyez pas que François Xavier a la belle vie. Financièrement, aujourd'hui, les îles de Bain d'Or et des Ambiers ne sont pas rentables. Alors tout l'enjeu pour l'héritier de Paul Ricard, c'est de trouver le moyen d'équilibrer les comptes. Il est à peine 9h, François Xavier a rendez-vous à la capitainerie du port des Ambiers. Il doit faire le bilan de la saison avec Patrick, un des responsables du port. Et en escale, donc on a fait un tout petit peu moins que l'année passée. Il faut quand même se battre. Il va falloir se battre pour la suite. Mais bon, voilà, il n'y a rien de catastrophique. La baisse de la fréquentation touristique frappe toute la Côte d'Azur ces derniers mois. Un problème de plus pour François Xavier, car c'est bien sur les touristes qu'il compte pour faire rentrer de l'argent dans ses caisses. L'île a 3 centres de revenus principalement. L'une est le port. Le port, c'est un véritable parking à yacht. À plus de 2 000 € l'anneau par an, les 700 plaisanciers ancrés aux Ambiers rapportent à eux seuls plus d'1 400 000 €. C'est la plus importante des sources d'argent pour les îles. L'autre, c'est toute la partie hôtellerie et restauration, bien entendu. Ainsi que notre tiers, c'est les accès journaliers à travers des lignes maritimes. Chaque année, les deux îles génèrent 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cet énorme business, installé depuis les années 60, perd quand même de l'argent, et même beaucoup d'argent. Et voilà bien le problème. Sur une île privée, pas de service public. La famille Ricard doit assumer les mêmes charges qu'une petite municipalité. Voirie, éclairage des rues, ramassage des poubelles, espaces verts. Des frais énormes que les rentrées touristiques ne suffisent pas à combler. Et comme si ça ne suffisait pas, depuis quelques mois, François Xavier a un nouvel ennemi. Sur l'île de Bain d'Or, un parasite s'attaque à tous les palmiers. C'est une véritable épidémie. Cet insecte sévit depuis plusieurs années sur la Côte d'Azur. Il s'agit du charançon. Ça, c'est la larve.
le cocon, la larve, une fois que, et ça sort, ça devient le charançon comme ça. Il a suffi de quelques mois pour qu'un arbre cinquantenaire se retrouve complètement rongé de l'intérieur. Ils ont ruiné le palmier. Elle est là, regardez. Vous la voyez? Ça fait 1 heure que ça brûle. Regardez, hein. Il y en a une deuxième à côté. Le diagnostic est sans appel. Ce palmier doit impérativement être brûlé. Les larves du charançon sont hyper résistantes. Seul le feu peut les détruire. Tous les insecticides qu'on emploie, on a essayé tous les pièges avec la phéromone, tout. Rien qui fait. François-Xavier va devoir prendre une décision radicale. On va essayer de sauver ceux qui ne sont pas touchés et puis les autres, on va les détruire pour éradiquer l'invasion. Et on va les remplacer par des palmiers qui, eux, ne craignent pas cette larve. À terme, il va falloir remplacer une centaine de palmiers. Une opération qui va se chiffrer encore une fois en dizaines de milliers d'euros. Un nouveau coup dur pour les finances. Richissime chef d'entreprise, Paul Ricard ne cherchait pas à gagner de l'argent avec ses îles. Mais aujourd'hui, ses descendants, eux, aimeraient quand même réussir à atteindre l'équilibre financier. Ils sont donc à la recherche de nouveaux moyens pour gagner de l'argent. Et ils ont déjà quelques idées. Donc ça, c'est le mât des romarins. Il y a 6 ans, cette maison d'hôte a été entièrement restaurée et relookée pour devenir une résidence grand luxe, le joyau des Ambiers. Pour moi, c'est un des lieux les plus sympas de l'île. C'est un vieux mât qui existait déjà quand Paul Ricard a acheté l'île en 1958. 6 chambres, grand standing, autant de salles de bain, un salon de 40 mètres carrés. Cette maison d'hôte peut être entièrement privatisée, moyennant 1 500 € la nuit. Elle a été spécialement repensée pour l'accueil des séminaires d'entreprise, mais les travaux ont coûté plusieurs milliers d'euros à la famille. Et là, vous avez tout refait Il a été refait à neuf, c'est-à-dire qu'on a gardé les murs. On a vidé tout le reste. Comme je dis, le mas existait déjà, à mon avis, il est plus que centenaire. Et donc l'idée était de faire une jolie maison. Depuis la fin des travaux, la location du mât dépasse toutes les espérances de François-Xavier. Une jolie maison que les vacanciers s'arrachent. Sur l'île des Ambiers, François-Xavier a engagé des travaux encore plus importants. Il s'est lancé dans un vaste plan de rénovation des 61 chambres de l'hôtel Hélios et des 150 appartements voisins. Cette vaste opération de modernisation a déjà coûté 25 millions d'euros aux propriétaires. Là, on refait tous les appartements sur les côtés. Comme si on les refait, c'est qu'on laisse les murs mettre, on les vide complètement, tous les réseaux, toute l'électricité, et on repart à zéro. Un investissement lourd, mais extrêmement rentable. Le complexe immobilier est devenu l'une des plus grandes sources de revenus de l'île. En haute saison, un appartement de 8 personnes peut rapporter jusqu'à 1 800 € la semaine. Enfin, François-Xavier a trouvé une autre source de financement qui peut assurer l'avenir de ces îles. Et s'il réussit son coup, cela peut lui rapporter beaucoup d'argent. Il s'agit de la vigne. Il y a quelques années, la famille a décidé de relancer une exploitation moribonde. En 10 ans, le vignoble est passé de 3 à 10 hectares. Et aujourd'hui, François-Xavier a rendez-vous avec Laurent, son maître de chai. Il y a Jacques qui viendra nous aider avec les assemblages. Il est invité à déguster les assemblages en avant-première. Regardez, j'ai gardé ça. Je suis arrivé à sauver ça à 17 hectos, et ça c'est magnifique. Ça c'est une médaille d'or à Paris, vous savez pourquoi? C'est un monocépage. Chaque année, le vignoble des Ambiers produit en moyenne 50 000 bouteilles en rosé, rouge et blanc. On est de suite, alors que c'est du cinsault, on est carrément sur des fruits rouges. Je ne peux même pas atteindre un fruit rouge avec le cinsault. C'est un acide. Et là, je suis carrément sur la fraise. Voilà, je suis un diable, je suis arrivé à faire de la fraise avec un acide. Le vin des Ambiers commence à avoir sa petite réputation. Mais l'exploitation est encore très jeune et elle n'a pas encore trouvé son équilibre financier. En revanche, elle a un autre intérêt immédiat, le marketing. Une bouteille étiquetée Les Ambiers, c'est un bon moyen de faire parler des îles.
C'est notre image. Effectivement, c'est une carte de visite quand on arrive à un endroit et on ouvre une bouteille des Ambiers et que tous les gens apprécient le produit. Forcément, cette qualité, cette image retombe sur le reste de l'île. Hôtellerie, restauration, vignoble, si elles sont devenues au fil du temps une marque de prestige, les îles de Paul Ricard en sont la preuve concrète. Réussir un business sur une île est un pari difficile. Pourtant, d'autres aventuriers des îles ont tenté l'aventure. Nous sommes à La Traîne, à 2 km à peine du centre-ville de Bordeaux. Et là, au milieu de la Garonne, une île fluviale. Elles sont moins connues du grand public. Et pourtant, la France dénombre plus de 130 îles sur des fleuves. Avec ses 37 hectares de nature verdoyante, l'île d'Arcin est l'un de ces petits royaumes d'eau douce. Elle appartient à Patrice Bengiati depuis une dizaine d'années. Bonjour. Salut. Bonjour, monsieur Bengiati. Allez, Johan. Salut, Bilou. Patrice a toujours eu le sens des affaires. Sa fortune personnelle, il l'a amassée en rachetant des immeubles au bord de la ruine et en les proposant à la location une fois rénovés. Aujourd'hui, il est à la tête d'un important patrimoine immobilier à Bordeaux. Mais depuis quelques années, il s'est lancé dans un pari fou en rachetant cette île. Oh mon Dieu de vieillir. Patrice l'a rachetée à l'État au lendemain de la grande tempête de 1999. À l'époque, l'île est complètement inondée. Elle est à vendre pour à peine 2 millions de francs, soit 300 000 €. Une très bonne affaire. On se dit toujours on va faire une bonne affaire. Au départ, vu le prix que je l'ai payé, je me suis dit, je suis à la porte de Bordeaux. À la limite, même s'il y a des inconvénients au jour d'aujourd'hui, ça peut être une affaire par la suite. Le projet de Patrice, c'est d'ouvrir ici un parc de loisirs naturels, avec des restaurants, des guinguettes, des bungalows pour pêcheurs et des concerts en plein air. Mais la tempête de 1999 a totalement dévasté le site et Patrice n'avait pas bien mesuré l'ampleur de la tâche. Comme beaucoup d'îles fluviales, l'île d'Arcin n'est protégée des eaux du fleuve que par un monticule argileux recouvert de végétation. Une simple digue naturelle. Une seule brèche dans ce fragile rempart, et c'est l'inondation. Ce risque inhérent aux îles fluviales n'a pas fait peur à Patrice à l'époque. Ah, comme c'est beau, regarde ça. C'est pas beau ça? La nature, il n'y a pas mieux, voilà. Patrice a payé son île rubis sur l'ongle. Et il s'est associé à Pierre, un ami juriste, pour monter une société civile immobilière. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors. Persuadés d'avoir eu l'idée du siècle, Patrice et Pierre avaient même prévu d'ouvrir leur site au public après quelques semaines de travaux. Un mois de boulot, on avait prévu que juste après, on avait tout prévu, les devis, tout. On devait ouvrir dans la foulée. Dans la foulée, on devait ouvrir. C'est-à-dire, on dit un an la saison après. Et après la saison l'année d'après. Mais à l'époque, Patrice fait appel à la seule société de la région capable de réaliser les travaux de terrassement de l'île. Budget prévu pour les travaux, 30 000 €. Il ne savait pas encore à ce moment-là que son cauchemar venait de commencer. En 2010. Ce qui s'est passé, c'est que ça a mal tourné, les travaux ont été mal faits et que l'île, elle s'est aggravée, elle est devenue pire qu'avant. C'est-à-dire qu'ils ont construit des digues qu'à chaque fois qu'ils ont été construites, ils tombaient à l'eau parce qu'ils ne savaient pas faire. Pour obtenir réparation, Patrice saisit le tribunal. L'entreprise stoppe alors immédiatement les travaux. Le parc, qui devait ouvrir au bout d'un mois, ne va jamais ouvrir. Et cela fait 10 ans que l'affaire lui pourrit la vie. Entre frais de justice, construction de pontons d'accès, acheminement de l'électricité, de l'eau potable, la bonne affaire est devenue un gouffre financier. On a dépensé 5 millions et quelques pour l'île. C'est pas ça? Vous avez rajouté ça à ça. Ça fait 4 800 et quelques mille euros. Ça, c'est directement pour l'île. Pour tenir en attendant l'ouverture de l'île, Patrice a dû vendre près de la moitié de son patrimoine immobilier. L'île d'Arcin est en train, petit à petit, de grignoter tout ce qu'il avait construit en une vie de travail. Aujourd'hui, il n'a plus le choix. S'il veut sauver le peu qui lui reste, il doit absolument rentabiliser son île, et vite. Bill, tu m'amènes la mini-pelle, s'il te plaît?
Et puisqu'il est en procès avec la seule entreprise de la région habilitée à reconstruire des digues, il a trouvé la parade. Acheter une vingtaine d'engins de chantier et se retrousser les manches. Avant d'acheter l'île, je ne savais pas qu'il fallait tout ce matériel. Là, oui, je ne savais pas. Et vous saviez vous en servir? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, pas du tout, non. J'ai appris. Entre autres, il y en a... non, Bill, il n'est pas là. Il m'a appris, parce que j'ai des copains qui m'ont appris le week-end, comme ça, comment servir d'engin et tout ça. Les fameuses digues, Patrice les a patiemment reconstruites lui-même à la pelleteuse. Et pour être sûr qu'elles tiennent en cas de tempête ou de fort courant, il les consolide tous les ans avant la mauvaise saison. Voilà, tu vois, là, je suis en train de manœuvrer pour nettoyer le fossé, tu vois. Ah, c'est ça ce que je fais. Et après, je passe de l'autre côté pour arriver à la digue. Mais ça, c'est important, ça. Et ça, c'est fait faire par les entreprises? Non, je le fais moi. Pourquoi? Parce que ça me revient moins cher et puis j'ai que ça à faire, hein, de toute façon. À entretenir mon île. Après 10 ans de galère, l'île d'Arcin est enfin prête à accueillir du public. Pourtant, Patrice est encore loin de voir le bout du tunnel. Car à seulement 10 € l'entrée, il a besoin de 40 000 visiteurs par an pour que son affaire soit rentable. Alors pour les attirer, Patrice déploie tous les moyens possibles. Johan, vous avancez un peu? Il a déjà mis en place un moyen simple d'accéder à l'île pour le public. Et pour ça, Patrice n'a pas hésité à monter sa propre compagnie de navettes. Il a investi dans un bateau de 50 places et embauché un pilote à mi-temps. Il faut être propriétaire de tout. J'ai une autonomie, j'ai un pilote, lui il est à la retraite, mais pour moi il est disponible, dès que je l'appelle, Germain il est là. Et t'es comme moi, t'as dormi avec ton pull toi. Ah ça, il a dormi avec... Oh, putain, t'as dormi habillé, toi t'as pas... Sa femme il l'a pas touché hier soir, lui. Ses efforts commencent à être payants. L'île d'Arcin reçoit ses premiers visiteurs. Ce matin, c'est un groupe de 30 personnes que Patrice va accueillir lui-même dès l'embarquement. Je reçois des gens qui veulent s'amuser sur l'île. Ils ont envie de s'amuser, je ne veux pas savoir qui vont faire. Il faut leur poser la question. Je vois qu'ils ont des guitares. Ces hommes, habillés de treillis et de camouflage, ce sont des joueurs d'airsoft, un jeu de combat où l'on se tire dessus avec des pistolets à billes. Bonjour, vous en trop chargé là. Bonjour. Les billes ont beau être en plastique, l'airsoft n'est pas complètement sans danger. Pour pouvoir pratiquer en toute sécurité, il faut de l'espace. L'île de Patrice est donc le lieu idéal pour ces joueurs. On est sur une propriété privée d'une part, et de deux, on est sûr de ne pas rencontrer de promeneurs, de ramasseurs de champignons. Le fait est que comme on tire des billes en plastique et qu'il y a une possibilité de pouvoir se toucher, pour ça qu'on porte des lunettes de protection, on aime bien ne pas avoir à rencontrer des promeneurs pour éviter tout incident. Déclenche le chrono. Et pour être certain que les joueurs d'airsoft reviendront, Patrice est prêt à se montrer convivial et accueillant. Ils vont même faire table commune le temps d'un déjeuner. 2, 3, on rajoutera une autre table encore. Première victoire pour Patrice. Les joueurs ont passé une bonne journée. Ils ont promis de revenir. Mais Patrice compte beaucoup sur le bouche à oreille pour se faire connaître. D'autant que son île souffre encore d'un déficit de notoriété. Tout le monde m'a piqué le pain. Ah oui, c'est ça le problème. Mais il n'a pas encore dit son dernier mot, car tout doit être prêt avant la saison. Cet après-midi, il va jouer sa carte maîtresse. Et bonjour. Salut. Comment vas-tu, Bruno? Ça va, rentre. Oh, Patrice veut carrément lancer un festival musical sur son île. Pour cela, il s'est associé à Bruno Ménager, un professionnel du spectacle. Rentre. J'ai plein de choses à te faire écouter. Ah ouais, c'est bien. Bruno est à la tête d'un label musical. Il a déjà produit l'album d'une dizaine d'artistes sur la région. C'est rien qu'un peu de métal en C'est elle qui était passée en première partie de Liga. Ah oui. Du bien à notre imaginaire, juste un peu. Bruno cherche des lieux atypiques pour promouvoir ses chanteurs. Patrice lui a besoin d'événements pour attirer du monde sur son île. Le partenariat semblait tout trouver. Cet été, Bruno organisera une 50aine de concerts sur l'île d'Arcin.
Un deal tout bénef pour Patrice. Dans le cadre de la sortie de leur disque, les artistes se produiront gratuitement sur l'île. Souvent les artistes ont très peu de budget, donc nous on essaie de les aider dans la mesure de nos moyens, mais il faut bien évidemment qu'il y ait d'autres contreparties pour nous permettre de les accompagner plus loin. À partir de là, on essaye de leur offrir des conditions ici d'enregistrement. Eux participent à leur propre promotion ensuite à la sortie de leur disque avec des concerts sur l'île. Patrice prête son île, les chanteurs prêteront leur voix et l'événement devrait faire connaître l'île d'Arcin au public. En tout cas, Patrice y compte bien. Il est temps que ça rapporte là. Hein? Ah oui, il est temps quand même. Eh, Belgiati, c'est pas Rockefeller. Hein? C'est un peu la dernière carte de Patrice. Parce qu'après plus de 10 ans de procédure en justice et des travaux très coûteux, il a vidé tous ses comptes en banque. Le but, c'est essayer aussi de gagner de l'argent. C'est ça. Et de vivre. Parce que pendant 10, 11 ans que l'île ne rapporte pas et que lui, c'est pareil, il se bat avec son château à aider à droite et à gauche, il est temps. Et puis on n'a plus de temps à perdre surtout. Il faut trouver un système qui permet de rendre cette île rentable pour tout le monde et que tout le monde trouve son compte. Être propriétaire d'une île n'a vraiment rien d'un long fleuve tranquille. Patrice en est la preuve vivante. Et si ce premier festival marque la fin de sa galère, il pourra bientôt profiter de la vie rêvée des Robinsons d'eau douce.